C'est cet avion qui fera décoller véritablement la notoriété de l'ingénieur visionnaire Marcel Dassault. La voilure est donc installée en bas du fuselage. Sur ses extrémités, des bidons remplis de carburant. Ils vont pouvoir offrir davantage d'autonomie, mais aussi stabiliser les ailes de l'avion. Des bidons qui peuvent être décrochés pour certaines occasions. Mais les pilotes n'ont plus la même maîtrise. L'avion est moins stable et certains se font quelques frayeurs. Bon, c'est pas méchant, on se retrouve dans une situation normale très rapidement, mais c'est un peu surprenant quand on vient de l'avion où régulièrement on vole avec les bidons, il était vraiment beaucoup plus stable. L'autre défi, c'est l'ancrage d'un réacteur. Un modèle construit par les Anglais de Rolls-Royce. Il faut pour cela lui donner suffisamment d'air pour le faire brûler et propulser l'avion. Marcel Dassault décide alors de créer une ouverture dans le museau de l'aéronef plutôt que sur les côtés. C'est un tube qui, à l'approche du pilote, va se séparer en deux, tourner autour de ce qu'on appelle la baignoire du cockpit et ensuite se rejoindre jusqu'à arriver à l'entrée d'air du moteur. Le pilote se retrouve donc en plein milieu du flux d'air, juste derrière le trou béant. Mais le résultat est loin de ce que l'on imagine. C'est très agréable, c'est très fluide hein, comme sensation. Par rapport à un chasseur, enfin un avion à hélice, il n'y a pratiquement pas de vibration, rien du tout. Sur les avions à hélice, le moteur est devant. Il tourne, il est directement devant le cockpit, ça vibre, le pilote recueille toutes les vibrations. En plus, l'avion a une fâcheuse tendance à vouloir tourner d'un côté quand son hélice tourne de l'autre. Alors que sur un avion à réaction, il n'y a pas les vibrations. Les ingénieurs réussissent à créer une fluidité hors pair pour un avion dont le réacteur pousse plus de 2 tonnes avec les gaz à fond. L'une des clés, c'est le profil aérodynamique parfait de l'avion avec ses ailes et son fuselage. La pénétration dans l'air est exceptionnelle. Ces effets vont varier avec le carré de la vitesse. Quand vous allez 2 fois plus vite, vous êtes freiné 4 fois plus. Alors la chasse aux petits défauts qui pourraient offrir une résistance à l'air devient une priorité. Plus vous allez vite, plus les petits interstices ou les petites excroissances qui dépassent de l'avion vont vous freiner. L'une des solutions, c'est le riftage des manches à air. Les boulons sont à l'intérieur et non à l'extérieur du fuselage. On gagne ainsi encore en aérodynamisme. Le résultat est un comportement de l'avion incroyable pour les pilotes. Le réacteur offre un confort jamais vu sur un chasseur français. C'est une poussée, donc c'est rectiligne et c'est très facile à piloter. Avec l'ouragan, les pilotes sont même un peu déroutés. Ils perdent les sensations des gros moteurs à hélice devant eux. Le pilotage de l'époque où c'était vraiment, on pilotait, on disait aux fesses, c'est-à-dire on sentait vraiment la bête. Un confort nouveau, mais une vitesse aussi qui change le vol. L'ouragan se rapproche du mur du son dans ses premiers essais. S'approche de vitesses qu'on ne maîtrisait pas avant, on découvre plein d'effets aérodynamiques qu'on ne connaît pas. C'est nouveau, il y a un monde à défricher. Avec les dérivés de l'ouragan, notamment le Mystère 4, les ingénieurs de Dassault décrocheront le Graal. Pour franchir le mur du son avec un avion de chasse opérationnel, il fallait se mettre en piqué. Avec ce dérivé de l'ouragan, en volant à l'horizontale, pour la première fois en Europe, on est l'avion le plus rapide. C'est un véritable exploit pour les concepteurs de l'ouragan. Et le pilote. Car les facteurs de charge, légers, sont beaucoup plus pénibles que dans les rafales d'aujourd'hui. On était en piqué en 400 nœuds, on tirait une accélération, on pouvait tirer 6, 7 G, voire même peut-être 8 G. Dans un rafale, la position du siège est inclinée de 30 degrés. Le corps étant allongé, le son circule moins rapidement de la tête aux pieds lorsque le pilote est soumis à des accélérations verticales. Prendre 5 G sur un rafale, ce sera moins méchant que prendre 5 G sur un ouragan. Dans l'ouragan, on est assis comme je suis assis là, c'est-à-dire avec le tronc à la verticale. Donc les accélérations de la pesanteur, on les prend à 100%. Malgré le pantalon anti-G, les sensations dues aux accélérations de l'avion sont violentes, mais aussi très brèves. Alors qu'un Mirage 2000 ou un Rafale peut garder 5-6 G plusieurs secondes, l'ouragan, lui, ne peut tenir le rythme. Son réacteur va s'arrêter de donner sa pleine puissance rapidement. Ce qui ne l'empêche pas d'être particulièrement agile et réactif aux commandes du manche. Et c'est vital au début des années 50.
L'avion doit pouvoir réagir au dixième de seconde quand il vole à moins de 100 mètres du sol. On n'avait pas de radar de suivi de terrain comme par exemple les Mirage 2000D, etc. Non, non, ça absolument pas. Donc quand on volait, on avait des limitations météorologiques, bien sûr. Des conditions de vol qui peuvent être particulièrement difficiles dans le brouillard, les nuages, la nuit. Le manque de visibilité dans les années 50 constitue un exercice difficile pour les pilotes. Et si jamais des problèmes bien plus graves interviennent, comme une panne du réacteur, les ingénieurs ont alors tout prévu. L'Ouragan, c'est le premier avion à réaction français équipé d'un siège éjectable. Le pilote a au-dessus de lui une poignée. Il va la tirer, ça va tirer un voile devant ses yeux, c'est un voile de protection nécessaire parce que s'il s'éjecte à haute vitesse, pour pas qu'il prenne la rafale de vent à la sortie du cockpit tout de suite. Et c'est en même temps le déclencheur du système pyrotechnique qui est soit sous le siège, soit dans le dos. C'est la première fois que des pilotes de l'armée de l'air bénéficient d'un siège d'une telle sophistication. Les précédentes générations d'avions de chasse demandaient à ce que le pilote ouvre lui-même sa verrière pour sauter de l'avion tout en évitant l'hélice. C'est une révolution dans l'aéronautique française. La vitesse du mur du son, un confort de vol dans l'habitacle, une sécurité du pilote renforcée en cas d'évacuation de l'appareil et une conception unique. L'Ouragan est un chasseur très moderne et devient en 1953 le premier avion à réaction français à être exporté avec une commande indienne de 71 appareils. Un an plus tard, une autre consécration qui fait entrer l'Ouragan un peu plus dans la légende. C'est le premier avion français de la patrouille de France. C'est en voyant l'Ouragan que des vocations vont naître. C'est cet avion qui fera décoller véritablement la notoriété de l'ingénieur visionnaire Marcel Dassault. Il deviendra les années suivantes l'un des plus grands avionneurs de l'histoire. Il fera rayonner l'aviation française dans le monde entier et transmettra à son fils Serge Dassault une entreprise leader mondiale. Il n'y a dans le monde que 3 pays qui sont capables de concevoir et de produire un avion de chasse de A à Z. Les États-Unis, la Russie et la France sont les maîtres incontestés des avions de chasse. Et la concurrence fait rage. Comme il y a 70 ans du temps de l'Ouragan, les ingénieurs français travaillent sur des avions totalement innovants, avec des pilotes dans les airs ou aux commandes mais sur terre, comme le Neuron, qui annonce la prochaine révolution dans les airs. Les grands enjeux qui nous attendent, il y a aussi la furtivité, réussir à concevoir un avion de façon à ce qu'il ne se fasse pas détecter. C'est un petit peu comme sur l'autoroute, un radar émet un écho, et ça rebondit sur la voiture et ça revient et il en déduit la vitesse de la voiture. Là, l'enjeu, c'est que lorsque l'écho est émis par le radar, il ne revienne pas. Le Neuron, développé en coopération européenne sous la maîtrise d'œuvre de Dassault, préfigure les appareils du futur, avec des radars d'un potentiel encore jamais vu, un armement embarqué unique, une autonomie record. Un système très très connecté avec probablement des robots volants autour. Donc on est vraiment sur encore une autre façon de faire la guerre. On passe à autre chose et au système de combat aérien du futur. Mais c'est une autre histoire.